Donc, bonjour, merci d'être là en grand nombre. On est contente d'être avec vous ce matin. Donc, moi, je suis Elisabeth Meuré. Je suis professionnelle répondante en dépendance pour le CIUS de la capitale nationale. Je travaille en dépendance depuis 13 ans au Centre de réadaptation en dépendance de Québec. Donc là, j'ai des fonctions plus CIUS que directement au Centre de réadaptation en dépendance, mais c'est quand même au CRD là, que je suis principalement rattachée. Puis mes fonctions à moi sont davantage là, au secteur de la formation. Voilà ce que je fais. Puis au niveau de mon expertise clinique, là, mettons des 12 dernières années, parce que c'est quand même des nouvelles fonctions, c'était principalement auprès de la clientèle masculine incarcérée et aussi dans les dernières années en troubles concomitants, là, principalement auprès des gens qui présentent des troubles psychotiques et des troubles d'usage de substances. Donc voilà pour moi. Bonjour, donc moi c'est Emmanuelle Lepire. Je suis infirmière clinicienne au CRDQ à Québec pour le CIUS de la capitale nationale. Mon mandat actuellement, c'est d'être ici là, pour mon établissement. Mon expertise, moi, ça fait environ 10 ans que je travaille dans le domaine des dépendances. C'est beaucoup pour la liaison hospitalière et le programme de traitement de dépendance aux opioïdes. Donc voilà, pour notre plan de présentation, aujourd'hui, on vient vous parler des enjeux cliniques suite à la légalisation du cannabis. En fait, on va vous jaser de ça. On a beaucoup de choses à vous dire en peu de temps, donc on va essayer d'être disciplinés. Puis là, on dirait que ma petite manette, elle ne fonctionne pas. Elle fonctionnait tantôt. Bon, elle fonctionnait il y a 5 minutes. On va cliquer. On va y aller comme ça. Donc, on a choisi de concentrer les questions à la fin par souci de gestion de notre propre stress et de notre temps. Donc, on va prendre 5 minutes à la fin là, pour une période de questions. Alors, on va vous faire un bref retour sur la substance. C'est vraiment pas l'objectif de la présentation. Donc, on va faire un survol très rapide sur ce que c'est le cannabis, les différentes formes. De la même façon, on va faire un survol assez rapide aussi autour des enjeux suite à la légalisation. Puis, on va se concentrer davantage là, sur les pratiques cliniques. Et on en profite pour vous dire qu'on est un peu nerveuse, puis on a fait le choix de vous le dire. On trouvait que ça allait calmer quelque chose. On donne beaucoup de formations toutes les deux, mais on est habitué de le faire avec des gens qui sont davantage du secteur de manière plus générale, avec des gens moins spécialisés dans le domaine de la dépendance. Fait qu'on s'est dit, si on dit plein de niaiseries aujourd'hui, ben les gens vont s'en rendre compte. Fait que voilà, c'est dit, on se sent, on se sent mieux. Fait qu'on appelle à la tolérance. Là, elle fonctionne, la manette tout apaisée. Bien, donc, pour commencer, on va survoler rapidement ce qu'on entend beaucoup dans les médias. C'est les deux sortes de cannabinoïdes les plus importants. En fait, tout le monde ici a un système endocannabinoïde. Notre corps en fait des endogènes, mais la plante en produit, elle, des cannabinoïdes. Le THC, c'est la principale substance qui va créer le principal cannabinoïde qui va faire l'effet euphorisant, l'effet high. On le voit aussi dans les traitements pour soulager les douleurs, diminuer l'inflammation, mais on va beaucoup s'intéresser à son taux présent dans les substances, comme c'est l'effet psychoactif. Son opposé, c'est le CBD, le cannabidiol. C'est lui qui va être beaucoup responsable de calmer l'effet apaisant dans le cannabis. Et de plus en plus, vous allez voir, on en entend parler pour les applications dans le champ de la médecine. Je sais qu'il y a une présentation plus tard sur le cannabis plus thérapeutique, fait qu'on ne se lancera pas dans ce volet-là. Donc, les principales formes, juste assez que tout le monde parle le même langage, tout le monde les comprend bien. On a la marijuana, qu'on va appeler le pot, le weed, l'herbe, la marie, qui est la forme assez répandue. Quand les gens vous disent que c'est plus le pot des années 60, ils ont effectivement raison. Avant, le taux de THC était plus autour de 1 à 6 %. Maintenant, ce qu'on voit sur le marché noir, c'est des taux de THC qui vont aller jusqu'à 30 %. Donc, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Pour ce qui est du hashish, l'appellation courante, on va entendre du hash. C'est vraiment la résine de la plante, donc c'est plus concentré. On va parler de 30 à 60 % de THC. Encore là, on vous a mis les taux qu'on va retrouver sur le marché noir actuellement. Pour ce qui est des huiles, c'est vraiment la forme la plus concentrée qui peut aller jusqu'à 80 % de concentration de THC. Souvent, l'huile, on va l'étendre sur du papier à fumer, on va rouler, puis on va la mélanger soit avec de la marijuana ou du tabac pour le consommer. Donc, c'est vraiment les 3 formes les plus répandues qu'on retrouve chez les gens qui consomment. Au niveau des formes qui sont peut-être un petit peu moins connues puis qui font davantage partie là, des pratiques émergentes au niveau de la consommation de cannabis, encore une fois, là, ça fait référence au cannabis illicite. Ce n'est pas des produits qui se retrouvent à la SQDC, du moins pas pour l'instant.
On parle des autres concentrés de cannabis. Donc, c'est principalement un procédé extrait avec des solvants, le principal étant le butane, de là l'appellation BHO, butane H-oil. Donc, 3 dérivés principaux au niveau de cette catégorie-là. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la cire, de la wax, du butter, du shader. Donc, c'est différentes formes de concentrés. Oui, Joël? Parce qu'on a un conférencier qui n'est pas venu dans une salle à côté. Là, il y a des gens qui vont ben oui. Ah! On va leur donner des chaises, si vous permettez. Venez, installez-vous là. Puis nous, on va se sentir vraiment plus calme. Concentré du cannabis. Donc, 3 principales formes au niveau de l'extraction avec le butane. Donc, la wax, le butter, ça se ressemble quand même sensiblement. Là, le procédé est différent. Il y en a un qui est fouetté moins longtemps. La consistance va être différente. Et le shader, c'est un petit peu d'apparence comme sucre d'orge, éclat de verre, mais ça demeure des dérivés avec des procédés un peu différents. Il y a aussi les huiles qui sont extraites avec le CO2 puis avec de l'alcool. Ces dérivés concentrés-là peuvent atteindre autour de 80 à 90 de THC selon les produits puis selon les procédés d'extraction. Une autre forme qu'on retrouve, c'est les cannabinoïdes synthétiques. On va appeler ça souvent le spice, le K2. En fait, ce n'est pas du cannabis, c'est un mélange d'herbes sur lequel on va vaporiser une substance chimique qui va faire que les effets vont s'apparenter à ceux du cannabis. L'avantage, dans le fond, pour les consommateurs, c'est comme ce n'est pas du THC, si vous faites un test urinaire, une recherche de drogue de rue dans les urines, ça va sortir négatif au THC. Fait que nous, on le voit beaucoup chez la clientèle militaire, justement, qui vont aller se tourner vers ça. Le désavantage du spice, c'est que les effets d'intoxication sont beaucoup plus intenses, arrivent beaucoup plus rapidement, mais durent moins longtemps. Fait qu'on a vu des gens à l'urgence qui en ont consommé de façon involontaire, qui sont arrivés avec des étourdissements, des nausées, des vomissements, de la confusion. Donc, les gens ne savent pas toujours que le spice existe, puis ils voient un joint circuler, puis ils pensent que c'est du cannabis, mais c'est du spice. Au niveau de ce qui est disponible à la SQDC, actuellement, les différentes formes de produits, donc on a les fleurs séchées, le cannabis qui est déjà prémoulu, pré-roulé, les huiles, les atomiseurs orales qui sont en fait des huiles projetées par des atomiseurs, puis des capsules qui sont des huiles sous forme de capsules. Donc, on ne développera pas davantage là-dessus, mais présentement, c'est ce qui est disponible dans les formes de produits à la SQDC. Il faut savoir qu'il y aura probablement des changements dans un avenir assez rapproché, entre autres pour les produits comestibles, éventuellement probablement des produits cosmétiques aussi. Donc, tout ça n'est pas encore confirmé. On n'a pas de date d'arrêté, mais on peut s'attendre là, probablement quelque part dans l'année prochaine si les choses vont comme ce qui est annoncé. Les façons qu'on peut consommer le cannabis, bien, standard, ça va être l'inhalation avec notre beigne, avec nos joints qu'on va aller consommer. On voit l'ingestion justement avec les comestibles. Tout le monde doit savoir qu'on n'a pas besoin d'en vendre pour en faire. On peut prendre une recette de Ricardo, de Brownies pour s'en faire des maisons. Donc, c'est déjà un enjeu qu'on voit dans la pratique clinique, de sensibiliser les gens au délai d'action quand on va l'ingérer. Comme par exemple, chez nos jeunes qui mangent un brownies avec le grand footballeur puis ma cheerleader, ça ne fera pas effet en même temps. Il n'y a pas d'effet, je remange un autre brownies, j'ai pas d'effet, vite, vite, je remange. Donc ça, c'est une problématique qu'on voit chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. Des fois, on en voit à l'urgence. Pour ce qui est de la muqueuse orale, ça va vraiment être un spray qu'on va mettre dans la bouche. On le voit beaucoup pour l'utilisation médicale, entre autres, comme le Sativex. C'est la méthode la plus privilégiée quand c'est des enjeux médicaux. Il y a aussi topique, les crèmes qu'on va aller vraiment appliquer, les huiles, les beurres, ça. Dans le fond, normalement, ça ne produit pas de l'euphorie parce que les gens ne vont pas se beurrer le corps au complet. Ça va être des ondes qu'on va aller cibler un peu plus. Au niveau des objectifs de la légalisation, donc c'était ça pour notre tour sur la substance. On vous avait annoncé que ce serait bref, cela a été. Ça le sera aussi pour la légalisation. On va quand même restituer là, les 4 objectifs principaux qui avaient été ciblés pour légaliser la substance. Premièrement, il y avait le souhait de restreindre l'accès des jeunes au cannabis.
protéger la santé et la sécurité publique en instaurant des exigences strictes en ce qui a trait à la sécurité et à la qualité des produits offerts, décourager les activités criminelles en imposant d'importantes sanctions pénales aux personnes qui contreviennent à la loi et alléger le fardeau du système de justice pénale relativement au cannabis. Donc, c'était les 4 principaux objectifs visés. Le modèle ici, je sais que plusieurs l'ont vu à maintes reprises. On en a souvent entendu parler, mais je pense que c'est important de se rappeler quand même ces enjeux assez centraux-là autour de la légalisation des drogues, mais bon, ici, pour le cannabis. Ce que ça nous dit, en fait, c'est que plus on est dans des modèles... Il est où le petit pointeur? Plus on est dans des modèles qui se situent vers les extrêmes, plus les dommages à la société puis à la santé des personnes augmentent, finalement. Donc, si on pense à une substance qui est illégale et qui est donnée aux mains du marché criminel, comme l'était le cannabis avant octobre passé, donc, on est dans des situations, en fait, où les dommages augmentent. Et si on est de l'autre côté, dans l'autre extrême, on pourrait penser à la promotion commerciale, à la carte Inspire quand on va s'acheter des bouteilles de vin à la SAQ, par exemple. Encore une fois, on va être dans des conséquences qui sont plus élevées au niveau de la société, mais aussi pour les individus. Donc, la cible, elle se situe quelque part au centre. Hein, quand on parle de réglementation légale stricte, donc on légalise une substance, mais on souhaite, comme gouvernement, comme société, à ce qu'elle soit régulée d'une manière à protéger la santé des gens. Donc, on ne va pas dans la commercialisation extrême, la publicité, dans ce qui se passe un petit peu avec l'alcool, finalement, mais on n'est pas non plus de l'autre côté, là, dans l'interdiction extrême, où là, il y a d'autres dommages. Ça va pour ça? Je sais que c'est rapide. Donc, comment notre cher pays, chère province a décidé de mettre ça en pratique? C'est juste un rappel, c'est qu'au niveau du Canada, on a décidé de mettre l'âge à 18 ans. Le fédéral nous permet de faire pousser des plants à la maison. On a le droit d'avoir jusqu'à 30 grammes en public et on ne peut pas s'en faire venir, il n'y a pas d'import-export dans le fond, là. Du côté du Québec, on a interdit, dans le fond, au niveau des plants, ça c'est souvent pas nouveau pour personne, on permet jusqu'à 30 grammes en public et on a associé les lieux de consommation beaucoup au tabac. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'avec le gouvernement de la CAQ, il y a le projet de loi 2 qui cherche à refermer un peu les taux sur les consommateurs. Donc, l'âge serait augmenté à 21 ans. On ne pourrait pas fumer dans le grand lieu public. En fait, ça serait beaucoup plus restreint. Donc, on verra ce que la suite judiciaire de cette démarche-là va produire. Mais on veut quand même vous sensibiliser avec notre présentation à adopter une position peut-être comme intervenant face à ce débat-là. On espère vous accompagner là-dedans un peu aujourd'hui, du moins. Donc, les craintes qu'on entend beaucoup dans la pratique, c'est que le cannabis est rendu légal, donc ça va être banalisé, on va banaliser les risques associés. Il faut pas que la consommation va augmenter chez nos jeunes, c'est légal, donc les jeunes vont dire c'est parfait, on peut consommer, il n'y a pas de danger, c'est rendu légal. On a peur qu'il y ait plus d'accidents de la route parce que là, tout le monde va se mettre à conduire gelé comme des balles partout. On a peur étant la crainte, là. Exactement. On a peur qu'il y ait plus de problèmes en santé mentale et on a peur que tout le monde devienne de plus en plus dépendant aux substances. On va essayer de démystifier un peu ça aussi dans le cadre de notre présentation. Donc, en vous parlant des pratiques cliniques, on va justement prendre des orientations qui vont un peu dans le sens de ces craintes-là, finalement. On vous présente ici un petit modèle qui a été remâché par nous, là, qui venait d'un autre modèle qui était le spectre de la consommation là, par le ministère de la Santé et Services sociaux de la Colombie-Britannique. Nous, dans le fond, on a choisi de l'illustrer comme ça et non pas dans un continuum là, qui nous laissait croire dans notre tête à nous qu'on passait d'un niveau de consommation à un autre. Finalement, on était un petit peu moins à l'aise là-dedans. Donc, on y est allé dans ce sens-là. On a quand même situé là, 4 type d'usage, si on veut, de la consommation. Là, aujourd'hui, on vous parle de consommation de cannabis, mais ça peut s'appliquer à consommation de toute substance, finalement. Donc, il y a des gens qui ont un usage bénéfique de substances, donc pour qui il n'y a pas de conséquences associées à cette consommation-là. Donc, ces gens-là existent. On peut penser à la substance qui est la plus socialement acceptée dans notre société, qui est l'alcool, par exemple. Et c'est plus facile, parfois, dans nos valeurs individuelles, d'imaginer qu'il y a des gens qui ont une consommation d'alcool, puis qu'il n'y a pas de conséquences à cette consommation-là. Mais assurément, puis là, je m'adresse à des gens, j'imagine en majorité, qui travaillent en dépendance, assurément que ça s'applique à d'autres substances aussi. Donc, on peut avoir un usage bénéfique. On peut aussi avoir un usage adéquat, dans le sens où
il y a beaucoup de bénéfices à cette consommation-là. Il y a peut-être aussi des conséquences, mais certainement pas très significatives ou qui ne vont pas au-delà des bénéfices que ça apporte dans la vie de la personne. On pourrait faire, encore une fois, un parallèle avec la consommation d'alcool. Donc, je consomme de l'alcool. Parfois, j'ai un lendemain de veille. Parfois, j'ai dit ou fait des choses que j'ai regretté un petit peu, mais ça n'apporte pas vraiment d'impact majeur plus que ça dans ma vie. On est dans des conséquences très légères et qui ne contrebalancent pas les bénéfices finalement. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser aux gens qui viennent en service pour avoir de l'aide en lien avec leur consommation de cannabis. Donc, c'est sûr qu'on va principalement s'intéresser aux gens qui présentent soit un usage problématique de leur consommation ou encore un trouble lié à l'usage du cannabis, donc de la dépendance. Au niveau de l'usage problématique, on parle d'un usage qui commence à causer des conséquences. Donc, on pourrait peut-être penser aussi aux services de première ligne, entre autres, au niveau de la réadaptation des services, en fait, d'aide en dépendance. Donc, il y a des conséquences, mais on n'est pas dans le trouble lié à l'usage de substances. Au niveau de la dépendance, bien là, on est avec les gens qui pourraient présenter des critères suffisants, pour exemple, avoir un diagnostic de trouble lié à l'usage de substances. Donc, il y a des conséquences. Ils sont dans une problématique de consommation. En service spécialisé en dépendance, c'est principalement ces gens-là qu'on va recevoir. C'est quand même une minorité de gens, généralement entre 4 et 5 si j'exclus uniquement le cannabis là, puis que je vais de manière plus large. Mais on va vous parler aujourd'hui, là, usage problématique, dépendance, les pratiques cliniques, on va être là-dedans. On n'est pas là pour vous dire, pour vous parler, exemple, de la prévention auprès des gens qui ont un usage bénéfique ou un usage adéquat. On va vraiment se concentrer sur les deux autres types d'usage. Puis, en fait, le titre de la diapo, puis c'est intéressant de se le dire, là, c'est entre la banalisation puis la dramatisation, demeurons sur l'essentiel. Donc, il y a des gens pour qui la consommation, c'est pas un problème. Puis oui, il y a des gens pour qui c'est un problème. Puis je pense que les deux extrêmes sont dangereuses puis qui viennent vraiment polariser finalement là, notre façon de concevoir ce que c'est que le cannabis puis ce que c'est que la consommation de cannabis. Donc oui, il y a des gens pour qui ça cause des difficultés, même si c'est juste du pot. Puis de l'autre extrême, oui, il y a des gens pour qui ça cause pas de problème, même si c'est de la drogue. Donc, il faut se tenir quelque part entre les deux, finalement. Ça, c'est l'image du supermarché qui nous a un peu fait rire. Ce qu'on voit beaucoup dans les médias, ça va être un ou des deux côtés de la médaille, en fait. Fait que là, on voit ici une petite madame qui présente seulement les données d'efficacité puis qui a mis un peu de côté les risques qui sont associés. Fait que c'est vraiment le message qu'on veut avoir aujourd'hui, être porteur de dire il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas dramatiser. Il y a des risques associés quand même à la consommation, puis c'est ce que je vais survoler pour commencer. Donc, quand on parle de dépendance, on parle environ 9 de risque de devenir dépendant au cannabis, 16 si on commence à l'adolescence. On rappelle que la théorie de l'escalade, dans le fond, de dire que si je prends du cannabis, je vais automatiquement me ramasser à consommer des substances plus graves parce que le cannabis est le précurseur, ce n'est pas vrai, ça a été démontré. Pour ce qui est des accidents, bien là, on a vu ce matin qu'il y avait une belle présentation après nous qui va cibler les effets au niveau de la conduite automobile. On en voit quand même au niveau du temps de réaction, mais on va les laisser la prochaine s'il y en a qui vont aller voir ça. Pour la grossesse, c'est certain qu'il va y avoir une importance entre la fréquence de la consommation et les quantités pour voir un certain impact. On ne peut pas statuer parce que vous doutez qu'on ne fait pas fumer des femmes enceintes pour voir que ça va faire sur le bébé puis on les suit. Alors, on y va selon les données que les gens vont nous rapporter. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait un risque d'avoir un petit poids à la naissance chez le bébé, selon la fréquence et la quantité de la consommation. Pour les problèmes respiratoires, bien, c'est certain qu'il va y avoir un enjeu avec le mode de consommation. Si je fais juste les ingérer ou que je prends des sprays, bien, on n'est pas au niveau des voies respiratoires. C'est vraiment quand ça va être fumé. Ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une toux. Les gens vont osciller, le petit wheezing, plus de mucus qui va s'aggraver. Il y a eu les enjeux du cancer, mais ça, c'est un sujet qui est polarisé, que ça va dans les deux. Je ne vais pas m'avancer sur ce sujet. Le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde, en fait, c'est un nouveau syndrome qu'on voit depuis à peu près début 2000. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome-là, en fait? Ça va être des gens, on ne sait pas pourquoi qui, on ne sait pas les facteurs de risque. Il y a plusieurs théories sur l'étiologie, mais personne ne s'entend. C'est qu'un jour, un consommateur régulier, depuis un certain temps, ça peut être 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, tombe dans la phase active. Ce que c'est cette phase-là, c'est assez caractériel, c'est que la personne va avoir des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales sévères qui sont seulement soulagées par l'immersion sous l'eau chaude. Fait que ça, on les voit, ces gens-là, même des fois, ils arrivent avec des brûlures dans le dos parce que plus l'eau est chaude, mieux tu es soulagé. Ça avait vraiment une atteinte au niveau des AVQ, AVD. On a des gens là qui pouvaient passer des 10 heures par jour sous l'eau chaude parce qu'il n'y a rien d'autre qui permet d'être soulagé.
Et pour ces gens-là, malheureusement, les antiémétiques traditionnels, si on parle de Gravol, Zofran, ça ne les soulage pas. La seule façon de traiter ce syndrome-là, c'est d'arrêter de consommer. Et malheureusement, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines d'abstinence pour que vraiment les symptômes se tassent complètement. Chez certaines personnes, ça va prendre 1 semaine, mais ça demande une certaine patience. C'est des gens qui sont assez souffrants et qui vont venir consulter fréquemment dans le système de santé. Donc, c'est important de faire connaître un peu plus ce syndrome-là pour pouvoir intervenir le plus tôt possible. Il y a un chouette article scientifique disponible sur Internet, hein? Oui, sur le site de l'OIQ. Écrit par madame ici. Donc, si ça vous intéresse d'explorer ce thème un petit peu plus loin. Donc, oui, fait que merci. Pour les fonctions cognitives, ce qu'on voit, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau du QI. Ce n'est pas vrai. Normalement, le cannabis ne brûlerait pas les neurones au cerveau. Et chez l'adulte, je dis bien chez l'adulte, normalement, après 1 mois d'abstinence, les fonctions cognitives reviendraient dans l'ordre. Donc, on va survoler ça. Pour dépression, anxiété, ce qu'on voit dans la pratique aussi, c'est que l'anxiété, des fois, ça va être augmenté par la consommation de cannabis. Certaines personnes vont nous dire le lendemain que je fume, je suis un peu plus anxieux. Ou quand je fume, ma patate, elle se met à rouler plus vite, ça me rend anxieux, puis là, ça spinne dans ma tête. Mais il faut faire attention à faire des fois des liens trop faciles entre la consommation puis la dépression et l'anxiété. Des fois, c'est plusieurs facteurs qui doivent être pris en considération, d'autres consommations qui sont mises aussi à profit. Psychose, schizophrénie, bien là, c'est sûr que ça, c'est des médias. Ça a commencé à circuler. La schizophrénie, le cannabis ne te rend pas schizophrène de même du jour au lendemain. Tu fumes un joint, tu te réveilles schizophrène. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment, il y a des facteurs de prédisposition, des vulnérabilités biologiques. Et c'est encore une fois, c'est multifactoriel. L'environnement social va avoir un impact, la fréquence, la quantité et tout ça. Pour qu'il y ait la psychose, par exemple, si on décide de fumer du wax qu'on ne fume jamais, qui est un cannabis synthétique qui est très, très, très fort, ça se peut qu'on passe un mauvais 2 minutes, puis que là, on ait une perte de contact avec la réalité, puis des éléments psychotiques. Donc, pour la psychose, certaines personnes vont être plus vulnérables, mais c'est sûr que selon ce que tu consommes, ça va avoir un impact. Et plus tu as fait une psychose, tu en as fait une, plus tu es à risque d'en faire une autre. Ton cerveau, il connaît le chemin, puis il va se rendre là plus facilement. Donc, pour la schizophrénie, en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que ça pourrait être un élément déclencheur plus tôt de la maladie, mais que ce n'est pas un élément qui va causer la maladie. Ni la créer de toute façon. C'est ça. Donc, pour tomber dans les pratiques cliniques, ce qu'on trouvait avec notre petit monsieur qui fait sa tête, c'est qu'il n'y a pas de recette magique quand on travaille en intervention. Il n'y a pas de petites recettes toutes simples qu'on va pouvoir vous donner, suis l'étape A, l'étape B, puis tu vas guérir tout le monde. Ce n'est pas si facile que ça. C'est sûr que, comme on disait, pour certaines personnes, la consommation n'est pas problématique. Nous, aujourd'hui, on va vraiment insister, comme on disait, pour ceux qui ont des conséquences. Et d'avoir ces risques-là aussi qu'on vient de présenter dans notre intervention comme position d'intervenant. Donc, on n'adhère pas à l'idée qu'un seul modèle là, va répondre. Dans le fond, ça, c'est les meilleures pratiques qu'on a trouvées dans des beaux documents qui sont disponibles en ligne par nos CRD. C'est les différentes approches. Puis on a vraiment choisi aujourd'hui, nous, de se détacher d'une approche en particulier. On n'est pas là pour faire un exposé sur l'entretien motivationnel. On est là pour parler d'attitudes qui sont aidantes, de stratégies, de pièges à éviter, des concepts clés qui vont vous soutenir dans votre intervention dans le peu de temps qu'on a pour vous en parler aujourd'hui. Donc, la question à 1000 $, l'objectif, est-ce que c'est l'abstinence, la réduction? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se fier à la personne qui est devant nous. Dans la pratique clinique, qu'est-ce que nous, on observe, c'est que les gens, souvent, en ce qui concerne le cannabis, c'est un peu moins tranché. Des fois, les gens vont être plus nuancés dans leurs objectifs. Ils vont dire, mettons, je vais arrêter tout le reste, mais je vais continuer de fumer le cannabis, pour moi, c'est important, ou je veux simplement diminuer. C'est plus, on peut faire un parallèle par rapport avec l'alcool aussi. Fait que les gens sont plus nuancés, puis il faut avoir ça en tête. Et en fait, questionner la personne sur c'est quoi ses objectifs à elle. Oui, l'abstinence, ça peut être souhaitable, c'est bien, mais c'est pas nécessairement le meilleur objectif pour tout le monde et c'est pas nécessairement l'objectif de la personne qui va venir s'asseoir dans votre bureau, même si elle a des conséquences, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle va viser. Donc, il faut toujours garder en tête les risques qu'on a vus, les critères de vulnérabilité chez la personne pour guider notre intervention, mais il faut s'intéresser à ce qu'elle veut et choisir librement, pas que nous, on y pousse dans la gorge, c'est de l'abstinence, ça te prend, tu vas devenir abstinent, tu vas voir. Donc, en fait, juste pour faire un petit pouce là-dessus, c'est certain que quand on a des gens qui viennent en service puis qui souhaitent se diriger vers des objectifs d'abstinence, ça va être encouragé, ça va être favorisé, puis on va travailler dans ce sens-là. Il y a aussi des gens, comme exemple, avec
si je parle de mon expérience clinique à moi des dernières années, en troubles psychotiques, des gens qui ne veulent pas du tout viser l'abstinence, mais pour qui le maintien de la consommation va amener une persistance des symptômes psychotiques, donc un maintien en hospitalisation aussi, ce qui génère beaucoup d'insatisfaction chez la personne qui vit les conséquences de cette consommation-là. Donc, même si elle souhaite une réduction, mais c'est sûr que moi, dans mon intervention, ça va toujours être teinté à ramener un petit peu vers qu'est-ce qu'elle gagnerait à cesser cette consommation-là. Mais d'emblée, c'est qu'on doit se dire que la meilleure façon de faire, c'est de partir de ce que la personne veut, puis de travailler en ce sens-là, en gardant en tête les vulnérabilités, les facteurs de risque, mais aussi, si on souhaite favoriser finalement l'établissement du lien avec cette personne-là, bien, on doit miser sur ce qu'elle veut. On vous parle de stratégie aidante, un petit pop-up sur la stigmatisation. Tout le monde sait ce que c'est que la stigmatisation, du moins j'espère. En fait, c'est que ça renvoie aux attitudes qui sont négatives, aux croyances négatives qui ciblent des groupes de personnes à cause de leur situation. Donc, on peut penser aux préjugés, aux étiquettes, à la discrimination, l'exclusion. Le cannabis, c'est une drogue. OK? Ici, je le sais, là, je m'adresse à des gens qui travaillent en dépendance, mais moi, pour offrir ce genre de contenu de formation-là, parfois à des services, exemple, psychosociaux généraux ou de première ligne, où il y a parfois une certaine réticence à travailler en réduction avec le cannabis parce que c'est une drogue. Alors que l'alcool, on le sait, cause beaucoup plus de dommages à la personne, à la société, à autrui. Donc, je pense que dans la première attitude qu'on doit avoir si on veut travailler en réadaptation auprès des gens qui ont des difficultés avec leur consommation de cannabis, c'est de ne pas être stigmatisant. Évidemment qu'on doit être normalisant, qu'on doit être accueillant, qu'on doit faire attention aux mots qu'on utilise aussi. L'importance des mots a un impact sur la qualité des services, mais aussi cette attitude générale-là a un impact sur l'accessibilité des services. Parce que quand on est stigmatisant, on crée des freins à l'accès aux services et ça n'aide pas les gens. L'importance du lien, on le sait, dans les éléments les plus déterminants dans le succès d'une démarche de réadaptation, le lien est le principal. Donc, l'importance de l'alliance thérapeutique qu'on a avec la personne. On ne veut pas avoir raison, on veut aider la personne. On ne veut pas la juger, on veut l'aider. Puis, on ne veut pas interpréter non plus, on veut l'aider. Dans les attitudes aidantes, on en a identifié 5 qui, d'ordre général, sont assez connus, mais on voulait insister un petit peu là-dessus parce qu'on pense qu'au-delà des techniques d'intervention, des approches qu'on peut utiliser, que les attitudes qu'on a avec les gens, c'est ce qui est primordial. Donc, l'empathie, c'est l'attitude qui est démontrée par la capacité à comprendre ce que vit l'autre personne avec qui on est en interaction, la capacité de se mettre à la place de l'autre. La congruence, c'est l'attitude d'honnêteté, le souci d'être vrai comme intervenant dans le travail que je fais avec la personne, d'être authentique dans mon intervention. La considération, de considérer la personne à part entière dans cette démarche-là, évidemment, c'est une attitude de respect mutuel, une conviction que l'autre personne possède en elle les capacités de changement, qu'elle a toutes les ressources nécessaires en elle, finalement. C'est d'attribuer une valeur à l'autre personne sans la juger, sans imposer des conditions pour intervenir auprès d'elle également. Donc ça, c'est certain que dans les pièges, dans les freins, d'imposer des conditions au suivi, ce n'est pas aidant. La confiance, ça réfère à 2 aspects. Donc, la confiance que j'ai envers la personne avec qui je travaille, donc le sentiment d'assurance, que l'autre a les capacités, le potentiel et les ressources nécessaires pour s'investir dans sa démarche de changement. Puis aussi la confiance que j'ai entre mes propres capacités d'intervenant, dans mon sentiment de compétence, que je peux bien travailler avec cette personne-là. Puis la disponibilité, donc l'attitude d'écoute vraie, une ouverture à l'autre, donc d'être disponible, oui, en frais de temps, mais d'être disponible aussi dans l'interaction puis dans l'intervention que je fais avec la personne qui est en suivi avec moi, par exemple. Donc, d'être disponible. Dans les stratégies aidantes, on a ciblé comme première, ouvrir la discussion. Favoriser l'établissement du lien. L'urgence, là, elle n'est pas diagnostique, elle est relationnelle quand on travaille en intervention en dépendance, que ça soit dans le cannabis ou avec n'importe quoi d'autre. Donc, faire le point avec la personne sur sa situation, favoriser une réflexion sur ses attentes face à son éventuelle démarche de changement à elle. On veut décentrer, idéalement, l'accent, le focus sur le comportement de consommation
et s'intéresser davantage sur la fonction positive que la consommation a dans sa vie. Donc, les gens, les consommateurs de cannabis, si on parle du sujet d'aujourd'hui, ça répond à quelque chose dans leur vie. Ça a une fonction dans leur vie, cette consommation-là. Et c'est trop souvent balayé du revers de la main. On va s'intéresser aux risques, aux conséquences, au pourquoi cette personne-là devrait changer. Et souvent, si on s'intéressait davantage à ce que ça lui apporte dans sa vie, on aiderait davantage les gens. L'attitude non stigmatisante, on en a parlé. Puis l'importance d'être à côté, d'accompagner et de ne pas être un spécialiste qui dit quoi faire à la personne finalement. C'est encore moi, là. J'ai pas tourné mes pages. Donc, la motivation au changement, bien, la motivation au changement, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des forces qui vont faire que notre personne va prendre la décision de modifier ses habitudes de consommation, qu'elle va mettre en place des stratégies et qu'elle va maintenir ces nouvelles habitudes-là. Qu'est-ce qui peut influencer la motivation de la personne? Bien, ça va être l'importance qu'elle accorde au changement. Est-ce que ce changement-là fait du sens pour elle? Sa capacité, son sentiment d'auto-efficacité. Est-ce qu'elle se dit « je suis capable, oui, je suis capable de le faire » ou genre « non, c'est une montagne, oublie ça, c'est insurmontable, ce que je me mets comme objectif, c'est pas réaliste pour moi ». Et aussi sa disposition au changement. Sa priorité, se sentir prêt. Des fois, moi, dans ma pratique à l'urgence, je vois des gens qui arrivent vite, 30 mois en thérapie, il faut que j'arrête de consommer, c'est ça. Et là, quand je vais aller questionner, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une urgence? Des fois, il y a des besoins sous-jacents. Un enjeu de logement, un enjeu de DPJ, et que si je ne m'attarde pas à cet enjeu-là, que vite, je te mets en service, je te rends, bien, je ne réponds pas réellement aux besoins, puis à un moment donné, bien, le désengagement peut arriver parce que ce n'est pas le motif réel, c'est un motif autre. Donc, il faut vraiment aider la personne à savoir pourquoi elle veut changer, et dans un premier temps, on oublie le comment. On va s'intéresser à pourquoi elle veut changer, qu'est-ce qui va l'amener vers ce changement-là, qu'est-ce qui ferait du sens pour elle. On vous a mis des exemples de questions majoritairement ouvertes, parce que si on met des questions fermées, vous allez voir, on a vite fait le tour. Oui, non, parfait, merci, bonne journée. Donc, on met des questions qui vont laisser place à la discussion puis à l'échange. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que vous devriez faire quelque chose? En quoi ce changement-là serait-il pertinent pour vous? Maintenant, je comprends que ce n'est pas problématique, mais qu'est-ce qui fait que ça pourrait le devenir, qu'on va anticiper sinon? En quoi vous aimeriez que les choses soient différentes? Avec lequel de vos atouts croyez-vous pouvoir mettre cela en œuvre? Comment ça s'est passé les fois que vous avez été abstinent? Parlez-moi-en. Moi, des fois, dans une entrevue, là, on n'est pas parfait personne, on s'entend. Ça va arriver qu'il va me dire « Oui, madame, je suis bien d'accord avec ce que vous me dites, mais moi, là, je me dis « Ah, j'ai peut-être manqué le bateau un peu. » J'ai laissé peut-être parler mon inconfort d'intervenante qui voulait donner une direction absolument puis l'amener à une place. Puis finalement, je ne laissais pas sa place à lui. Sa place à lui pour s'exprimer. Je répondais à mon malaise, mais à mon besoin de trouver une solution. Vite, il faut que je sorte de l'urgence. J'ai fait un plan, il est parfait, mon plan, on passe à l'étape suivante. Fait que des fois, il faut se remettre en question selon ce que la personne va nous dire en fait. Puis comment qu'on va formuler cette question-là pour aller chercher ce qu'on veut. En fait, ce qu'on veut réussir à donner comme direction ici, c'est pas de trouver comment changer, mais on veut amener la personne à trouver pourquoi changer, pourquoi elle devrait apporter des modifications, elle, dans ses habitudes de changement, et non pas un guide de voici les étapes à suivre ou voici ce que tu devrais faire. Donc, on veut vraiment donner cette direction-là aux échanges. On va passer rapidement sur si votre personne, dans le fond, c'est l'autre avant, a choisi de maintenir la consommation, parce qu'on voit le temps qui file, là, vous allez voir, on va se dépêcher. C'est des recommandations pour un usage à moindre risque. On va voir plusieurs guides qui ont commencé à sortir dans un guide canadien. Les plus importants, ben, on va essayer d'éviter les cannabinoïdes synthétiques. En fait, tantôt, le wax, le shatter, le spice, les formes plus concentrées en THC qui peuvent avoir des conséquences quand même importantes. C'est sûr que ne pas mélanger les substances le plus possible. On essaie de ne pas conduire. On va essayer de prendre des modes de consommation qui sont plus sécuritaires, surtout quand on va être dans l'inhalation, pas prendre des canettes où le métal brûle puis t'aspires le métal le moins possible du moins. Et éviter, c'est sûr qu'on pense toujours à nos risques, comme on vous dit dans l'intervention, même si on accompagne la personne. Si je sais que dans sa famille, son père est schizophrène, les enjeux de santé mentale, je vais essayer de guider un peu plus l'intervention en passant à ces risques-là. Donc, les pièges à éviter, on en a parlé un petit peu. Premièrement, on va se tenir loin de tout ce qui est convaincre la personne qu'elle devrait changer, qu'elle devrait arrêter si ce n'est pas ce qu'elle souhaite.
faire peur, donner des conseils de santé qui ne sont pas sollicités, qui ne sont pas souhaités, répondre, résoudre à tout prix à un problème. Là, Emmanuel donnait l'exemple de faut sortir de l'ordinaire, trouver des solutions pour tout le temps, dire ce que la personne devrait faire pour son bien. Donc, pour votre bien, moi, je pense que ce serait une très bonne idée de ne plus jamais prendre de cannabis. C'est pas des stratégies qui aident. Ne prendre que le bon côté en faveur du changement, et pousser la personne au changement alors qu'elle n'est pas prête. Ces pièges-là, ça crée quelque chose dans la relation qu'on pourrait appeler de différentes façons, mais qu'on va appeler la résistance aujourd'hui. En fait, c'est que le désir de l'intervenant qui est teinté par généralement toujours des bonnes intentions, c'est bienveillant, on veut aider les gens. Il n'y a personne qui choisit d'être intervenant pour faire du mal. Mais ces pièges-là qu'on a situés avant, ça aide pas. C'est même pas, ça reste au neutre, là. Très souvent, là, ça va nuire au rétablissement de la personne. Donc, ces réflexes-là qui sont d'aider, de suraider, de vouloir réparer quelque chose qu'on considère, nous, selon nos propres valeurs, nos propres croyances, comme étant défectueux, brisé, inadéquat. Donc, ça crée de la résistance dans la relation et ça, c'est un frein au rétablissement des gens en lien avec leurs objectifs. Donc, des petits exemples qu'il y a de la résistance qui s'installe, donc l'argumentation, l'interruption, quelqu'un qui se met à ignorer ce qu'on dit, l'accélération des échanges, l'irritation de l'intervenant ou encore de la personne. Tout ça, c'est des indices et ça nous envoie un message comme intervenant. Puis, je pense qu'une qualité principale d'intervenant, c'est d'être capable de se rendre compte quand ça s'installe. Moi, en formation, j'appelle ça, c'est comme une espèce de gaz mauve là, qui monte, là, puis on le voit monter. Puis quand ça commence à sentir, on devrait être capable de s'arrêter puis de dire « Oh, il se passe quelque chose ici, là. Je suis peut-être allée trop vite. Hein? Peut-être qu'on ne travaille plus sur le même objectif ou j'ai peut-être pas bien saisi ce que vous vouliez faire, puis je pousse de l'autre bord. » Donc, ici, là, je viens de résumer un petit peu là, le message de l'intervenant. Donc, on ne travaille plus pour l'intervenant, on ne travaille plus sur la même chose, on va trop vite ou on n'est plus sur un but commun finalement, on est en avance. Puis on peut le nommer, hey là, je vous sens un peu plus, est-ce que j'ai pu dire quelque chose qui vous a dérangé? Est-ce que j'ai mal compris ce que vous m'aviez expliqué? Ça se peut bien, on va se recentrer, qu'est-ce que vous voulez vraiment, vous, qu'on soit sur la même longueur d'onde, ça se dit très, très, très bien. La personne va être contente en fait d'être reconnue, puis qu'on a senti ce malaise-là, puis qu'on est à l'écoute d'elle en fait là. Fait que normalement, ça ne vient pas briser, genre non, c'est ça, tu m'écoutais pas, absolument, ça peut quand même aider. Donc, aujourd'hui, parce qu'il faut terminer, ce qu'on souhaitait principalement vous transmettre, en fait, c'est que il n'existe pas de recette toute faite. On n'arrive pas avec un guide, voici A, B, C, ça va marcher pour tout le monde. Fais ça, repars, tu vas être un intervenant numéro 1 champion. C'est de moduler nos interventions avec la personne qu'on a en face de nous, être à l'écoute de sa situation, ne pas banaliser, mais ne pas dramatiser non plus, mais être conscient des facteurs de risque et la vulnérabilité de la personne qui se trouve devant nous et d'essayer de l'accompagner le mieux possible puis d'être créatif. En fait, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas, bien, on diversifie nos stratégies, on essaie d'être créatif, trouver des éléments qui vont aller rejoindre la personne et c'est ce qu'on aimait vous transmettre, qu'on espère vous avoir transmis dans le temps qu'on avait aujourd'hui.